Alors, chers étudiants, bonjour. Je me permets de vous envoyer cette petite vidéo pour juste maintenir le contact avec vous parce que je pense que ça fait quelques séances qu'on n'a pas pu travailler et que très malheureusement, nous avons également fait 2 séances sans pouvoir travailler. Alors, ce qui fait que je vous envoie cette petite vidéo qui nous permet d'échanger. Et bien entendu, nous sommes avec le cours de droit des affaires qui est inscrit dans votre programme de licence 1 Banque Finance. Alors là, nous allons essayer de faire une récapitulation de tout ce qu'on a déjà vu en ce qui concerne ce cours de droit des affaires. Alors, au niveau du chapitre 1, on avait dit que c'était l'étude de la lettre d'échange et que au niveau de ce chapitre-là, nous allons examiner la création de la lettre d'échange. Et au titre de la création de la lettre d'échange, si vous vous rappelez très bien, on avait dit qu'on allait examiner les conditions de forme, mais aussi les conditions de fond de la lettre d'échange. Alors, puisque nous sommes avec les rappels, et nous allons aller un peu plus vite, au niveau des conditions de forme, nous avons dit que nous allons examiner dans un premier temps la nature du support, avec les différents supports qu'on peut utiliser pour la rédaction d'une lettre d'échange. Et nous allons également examiner dans une deuxième séquence, une deuxième partie, dans un deuxième temps, les mentions de la lettre d'échange. Alors, en ce qui concerne la nature du support, nous l'avons dit et nous avons échangé là-dessus. Nous avons dit qu'une lettre d'échange peut être rédigée à la main, donc elle peut être manuscrite. Une lettre d'échange peut également être dactylographiée. Une lettre d'échange peut également être imprimée. Alors, tous ces formats peuvent être utilisés dans le cadre de la création d'une lettre d'échange. Maintenant, en ce qui concerne les mentions, il faut examiner d'abord les mentions obligatoires et avant de voir les mentions facultatives de la lettre d'échange. Nous sommes toujours avec les conditions de forme de la lettre d'échange. En ce qui concerne les mentions obligatoires, nous l'avons déjà examiné. Nous avons dit que la liste des mentions obligatoires se trouve à l'article 2088 du Code des activités économiques et que l'article 2088 du Code des activités économiques énumère 8 mentions obligatoires au niveau de la lettre d'échange. Il s'agit très rapidement de la dénomination lettre d'échange. Il s'agit du mandat de payer, donc vous connaissez déjà la définition de chaque élément. Il s'agit de l'échéance de la lettre d'échange qui peut être indiquée de 4 manières: l'échéance à jour fixe, l'échéance à un certain délai de date, l'échéance à vue et l'échéance à un certain délai de vue. Bien entendu, vous connaissez également les différentes définitions qui sont assignées à ces différentes échéances-là. La 4e mention obligatoire de la lettre d'échange, c'est la date et le lieu de création de la lettre d'échange. La 5e mention, c'est le nom du bénéficiaire. La 6e mention de la lettre d'échange, c'est le lieu de paiement. La 7e mention, c'est la signature du tireur. Et la dernière mention de la lettre d'échange, c'est le nom et adresse du tiré. Voilà les 8 mentions obligatoires qui sont exigées dans le cadre de la création de la lettre d'échange. Voilà les 8 mentions obligatoires que vous devez vérifier pour la validation d'une lettre d'échange lorsque vous serez en situation professionnelle au niveau d'un établissement bancaire. Alors, là ici, je me permets de vous présenter un modèle de lettre d'échange sur lequel se trouvent déjà ces différentes mentions obligatoires. Donc, vous allez parcourir très bien cette lettre d'échange-là et vous identifierez vous-même à partir des flèches quelles sont les mentions qui sont obligatoires, mais également quelles sont les mentions qui sont facultatives, puisque nous allons voir tout à l'heure les mentions facultatives de la lettre d'échange. Alors, en ce qui concerne les sanctions, alors puisque nous disons que pour la création d'une lettre d'échange, il faut 8 mentions obligatoires, ça veut dire que s'il y a une mention qui manque, lorsqu'une mention a été omise, il faut alors examiner quelle est la sanction qui est encourue ou quelles sont les sanctions qui sont encourues, mais également en cas d'irrégularité portant sur la lettre d'échange,
quelle est la sanction ou quelles sont les sanctions qui sont encourues. Ce qui fait que nous allons voir les sanctions en cas d'omission et les sanctions en cas d'inexactitude. En ce qui concerne les sanctions en cas d'omission, lorsqu'il y a omission d'une mention obligatoire de la lettre d'échange, la sanction est la nullité de la lettre d'échange en tant que lettre d'échange. Ça veut dire tout simplement que nous l'avons déjà vu, que cette lettre d'échange-là ne sera plus, que ce document ne sera plus considéré comme une lettre d'échange, mais il peut être considéré comme un autre document, mais pas comme une lettre d'échange. Parce que simplement, le document perd sa valeur de lettre d'échange au profit d'un autre document. Ce document, par exemple, peut être considéré comme un bien à ordre, il peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, mais il ne sera pas considéré comme une lettre d'échange parce que simplement, une mention obligatoire n'existe pas sur cette lettre d'échange. Alors, parmi les 8 mentions obligatoires, nous l'avons déjà vu également, il y a 3 mentions dont l'omission n'entraîne pas la nullité de la lettre d'échange en tant que lettre d'échange. Il s'agit, c'est ce qu'on appelle les mesures de suppléance, il s'agit du lieu de création, il s'agit du lieu de paiement, il s'agit également de l'échéance de la lettre d'échange. Pour ce qui est du lieu de création, la loi dit que lorsqu'il y a omission du lieu de création, de considérer le domicile du tireur comme étant le lieu de création. Il en est de même lorsqu'il y a omission du lieu de paiement, de considérer le domicile du tiré comme étant le lieu de paiement. Par rapport à l'échéance, en cas d'omission de l'échéance, la loi dit tout simplement de considérer que cette lettre d'échange est payable à vue. Mais pour éviter la nullité de la lettre d'échange en tant que lettre d'échange, ou bien pour éviter l'application des mesures de suppléance, la loi met à notre disposition une technique qu'on appelle la régularisation. La régularisation, c'est cette mesure qui consiste à remettre une mention qui a été omise ou bien à remettre des mentions qui ont été omises sur la lettre d'échange. Cette régularisation, bien entendu, doit obéir à 3 conditions. Premièrement, il faudrait que toutes les parties signataires de la lettre d'échange donnent leur accord pour la régularisation. Deuxièmement, il faudrait que la régularisation intervienne avant la présentation au paiement de la lettre d'échange. Troisièmement, il ne faut pas que le vice soit très grave, donc cette omission ne doit pas être très grave. Voilà les 3 conditions pour que la régularisation produise ses effets depuis l'origine. Alors, nous venons de terminer avec les sanctions en cas d'omission. Il est important de voir également les sanctions en cas d'inexactitude. À ce niveau, nous allons examiner le régime de la supposition et le régime de l'altération. La supposition, nous l'avons déjà dit, que c'est le fait pour une personne de mettre des informations mensongères dans la lettre d'échange. Maintenant, par rapport au régime de sanctions, il faut distinguer selon que l'information mensongère vient pour masquer une condition de validité ou selon qu'elle ne vient pas pour masquer une condition de validité. Lorsque l'information mensongère vient pour masquer une condition de validité, bien entendu, cela aura un effet sur la validité de la lettre d'échange. Par contre, lorsque l'information mensongère n'est pas destinée à masquer une condition de validité, ça n'a aucun effet sur la lettre d'échange. La lettre d'échange continue son cours, donc cette lettre d'échange est valable. Pour ce qui est du régime de l'altération, nous l'avons dit et nous l'avons répété, que c'est le fait de modifier la lettre d'échange de façon illicite après son émission. Alors, pour ce qui est du régime de sanctions, il faut distinguer selon que des personnes ont signé avant l'altération ou selon que d'autres ont signé après l'altération. Chacun est tenu en fonction de sa signature. Ceux qui ont signé avant l'altération sont tenus dans la lettre d'échange non altérée. Ceux qui ont signé après l'altération sont tenus dans les termes de la lettre d'échange altérée. Maintenant, en ce qui concerne les mentions facultatives que nous avons vues, c'est là d'ailleurs qu'on s'était arrêté, mais on avait quand même examiné les mentions facultatives. Nous allons essayer de voir les mentions facultatives qui sont très régulièrement utilisées parce que tout simplement, la loi n'a pas limité le nombre de mentions facultatives qu'on peut mettre sur une lettre d'échange. On peut tout inscrire sur une lettre d'échange, sauf ce qui porte atteinte à l'ordre public et qui porte atteinte au droit cambien, donc au droit de la lettre d'échange ou bien au droit des effets de commerce. Pour ce qui est des mentions facultatives qui sont souvent utilisées, nous allons voir premièrement une première clause qu'on appelle la clause de la valeur fournie. Nous avons dit que la clause de la valeur fournie, c'est l'information qui consiste à mettre dans la lettre d'échange le montant de la créance qui existe entre le bénéficiaire et le tireur. Parce que nous avons dit que la valeur fournie est la créance
du bénéficiaire sur le tireur. Le fait alors de mentionner cette créance-là dans la lettre d'échange, nous avons inséré la clause de la valeur fournie. Cette clause, encore une fois, est une mention facultative, d'où par conséquent, elle n'est pas obligatoire. À côté de la clause de la valeur fournie, nous avons la clause de domiciliation. La clause de domiciliation, c'est le fait d'indiquer un autre domicile différent de celui du tiré comme étant le lieu de paiement de la lettre d'échange. Très généralement, la clause de domiciliation indiquée dans la lettre d'échange est très généralement un établissement bancaire. La clause de retour sans frais ou sans protêt, c'est cette information qu'on insère dans la lettre d'échange pour dispenser le porteur de la lettre d'échange de recourir à un huissier pour dresser protêt, soit pour faute d'acceptation, soit pour faute de paiement. Nous avons également la clause contre acceptation, qui est également cette information qu'on insère dans une lettre d'échange pour imposer la présentation de la lettre d'échange à l'acceptation. Contrairement à la clause contre acceptation, nous avons la clause non acceptable, qui aussi est cette information qu'on insère dans la lettre d'échange pour interdire la présentation de la lettre d'échange à l'acceptation. Nous avons la clause également non à ordre, qui est cette information qui interdit la circulation de la lettre d'échange. Mais en réalité, bien qu'il y ait la clause non à ordre, le porteur d'une lettre d'échange peut décider de mettre cette lettre d'échange dans la circulation et endosser toutes les responsabilités qui s'y est. Donc voilà les mentions facultatives qui sont souvent utilisées et que nous avons vues. Alors, en ce qui concerne les conditions de fond, il faut examiner les conditions liées au consentement, la capacité, l'objet et la cause. Très rapidement, le consentement de la lettre d'échange est matérialisé par la signature. Chaque partie doit donner son consentement de façon libre. Pas de contrainte, pas d'obligation, pas d'erreur, pas de dol. La capacité, la lettre d'échange étant un effet de commerce, les parties qui s'engagent dans la signature d'une lettre d'échange doivent par conséquent avoir la capacité commerciale qui est au moins de 18 ans. La cause de la lettre d'échange est simplement la provision, qui, si vous voulez, est l'élément le plus important au niveau de la lettre d'échange. C'est ce pourquoi la lettre d'échange existe, cette provision, cette créance préalable-là. Elle doit nécessairement exister pour que la lettre d'échange soit valable. De toutes les façons, même si elle n'existe pas, s'il y a eu acceptation, cette acceptation présume l'existence de cette provision. Donc la cause de la lettre d'échange est bien évidemment la provision. L'objet de la lettre d'échange est également monétaire. Donc la lettre d'échange est tirée sur une valeur monétaire. Donc voilà tous ces éléments, je viens de les expliquer de façon très rapide. En matière de lettre d'échange, pas d'erreur, pas de dol, pas de violence également. Donc on ne doit pas induire quelqu'un en erreur pour l'amener à signer une lettre d'échange, pas de dol, pas de violence, on ne doit pas violenter quelqu'un pour l'amener à signer une lettre d'échange. Le défaut de consentement va entraîner quoi? Application du principe de l'indépendance de la signature. Les personnes dont les signatures sont affectées, ce sont les signatures de ces personnes-là qui seront annulées. La lettre d'échange elle-même, elle n'est pas affectée. La capacité commerciale, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 18 ans. Principe de l'indépendance également des signatures applicable dans ce domaine-là. Le mineur qui a signé une lettre d'échange, c'est ce mineur-là qui est retiré du circuit, qui est retiré du mécanisme et la lettre d'échange alors reste valable entre les autres. La cause ou la provision doit exister. Les effets de complaisance. Alors, il y a des cas où la provision n'existe pas. Lorsque vous faites une lettre d'échange alors qu'il n'y a pas de provision, on dira que vous avez fait un effet de complaisance. Mais même si la provision n'existe pas et que le tiré a donné son consentement ou a donné son acceptation pour le paiement de cette lettre d'échange, alors il y a ce que j'ai dit précédemment, il y a ce qu'on va appeler la présomption d'existence de la provision en matière de lettre d'échange. Les sanctions en ce qui concerne les effets de complaisance, il y a les sanctions qui vont frapper la lettre d'échange. À ce niveau, la lettre d'échange sera annulée pour illicéité de la cause parce que l'un des éléments fondamentaux de la lettre d'échange n'existe pas. Alors, la lettre d'échange sera frappée d'illicéité pour défaut de cause. Toujours la sanction qui va porter
sur la lettre d'échange, il s'agit du rapport tiré complaisant et du tireur conclu. Alors, entre les deux,